Avec un tout petit peu de retard. Bonjour à tous. Retard dû au nombre de personnes qui souhaitent, et on en est ravis, participer et assister à toutes ces rencontres d'Amérique Advanced. Je vais vous présenter brièvement nos trois invités. C'est écrit bizarrement, mais ça se dit Sinead. McHay, bref, est directrice de littérature Ireland. C'est l'organisation finalement qui promeut la littérature irlandaise à l'étranger. Je crois que vous êtes également membre du comité de pilotage du Festival de littérature franco-irlandais. Vous siégez au comité de Dublin, ville de littérature à l'UNESCO, après avoir dirigé le Centre culturel irlandais à Paris. Sur ma droite, Donald Ryan est né en 1976 dans le comté de Tipperary. Il est titulaire d'un diplôme en droit de l'université de Limerick et a travaillé pour l'équivalent du ministère du droit du travail jusqu'en avril 2014, date à laquelle il est devenu écrivain à temps plein. Pourquoi est écrivain à temps plein? Justement parce que son premier roman, Le cœur qui tourne, publié en 2012, consacré aux victimes de la crise financière irlandaise, a été un grand succès. Finaliste du Man Booker Prize et lauréat du Guardian First Book Award. Il a été suivi en 2013 par Une année dans la vie de John Second Life, puis Donald a publié Soleil oblique et autre histoire irlandaise, Tout ce que nous allons savoir, et Par une mer basse et tranquille, coordonné par le prix Jean Monnet. Tous ces romans ont été publiés par les éditions Albin Michel. Darragh McKeown est né en 1979 à Tullamore. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais... cet ancien étudiant en sociologie et rugbyman, et oui, il a été aux portes du rugby professionnel, et metteur en scène et réalisateur. Il a attendu ses 35 ans pour publier en 2014 Tout ce qui est solide se dissout dans l'air, formidable premier roman retraçant le parcours de 4 personnages affectés par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Le Dimanche de souvenir, son deuxième roman, publié en 2023, toujours chez Belfond, traite de la tragédie nord-irlandaise à partir de l'attentat de l'IRA du 8 novembre 1987 à Enniskillen, qui fit 11 morts et 73 blessés, tous des civils. Jean de Dublin, écrivain d'Irlande. Tel est le thème de cette rencontre, car effectivement, si on regarde un peu ce petit pays de 5 millions d'habitants, on est complètement estomaqué par la place de la culture irlandaise et surtout le nombre d'auteurs de talent qui a surgi de ce pays. Ceci peut de même donner le vertige. Bien sûr, il y a eu Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett, Rolf Allen, Edna O'Brien, Claire Gillan, oui, je ne vais pas tous les citer parce que ça durerait trop longtemps. Et donc il y a ce qu'on peut appeler un miracle irlandais, et ce sont les racines de ce miracle que nous allons essayer d'élucider, en tout cas en compagnie de nos sympathiques écrivains et promoteurs de la culture irlandaise. Première petite question, je me tourne vers vous. À quelle époque pouvez-vous dater l'essor de la littérature irlandaise? Et James Joyce, comme le nom de cette conférence voudrait l'indiquer, en est-il le père incontesté et incontestable? Je rappelle que Les gens du Dublin ont été publiés en 1914. Whoa, big question. Grosse question. Vous êtes là pour ça. So where I come from is, you mentioned I come from Tullamore, which is in the centre of Ireland in County Offaly. And one of my favourite things about this place is we have a monastery quite nearby us called Clonmacnoise. Alors moi, je viens effectivement d'une ville qui est au centre de l'Irlande qui s'appelle Tullamore. Et tout près de là, il y a un ancien monastère qui s'appelle Clonmacnoise. And we have, in that monastery, we have the traditional Irish crosses that you've probably seen with the cross and then the circle around the cross. Et dans ce monastère, effectivement, on trouve beaucoup de ces croix irlandaises anciennes, vous savez, qui ont un rond au milieu. And on those crosses, there's pictures, there's little pictures carved into the crosses of Bible stories. Et il y a aussi des bas-reliefs qui racontent des épisodes bibliques et qui sont gravés en tout petit. So we've always been a culture of storytelling. You know, we gathered around places that are significant to us and told stories. So for me, that's the beginning of Irish literature. Et en fait, je pense que nous avons toujours eu cette tradition de raconter des histoires. Vous voyez, ça commence en fait très tôt. Pour moi, ça commence là. Et voilà ce qui pour moi est le début de la littérature irlandaise.
Oui, on y Well, reviendra d'ailleurs. Yeah, I mean, I was also just going to say, I think when we became an independent country, a new nation needs a new literature to describe itself, and so Joyce was very much at the vanguard of that. I think that's probably why that propelled us into the 20th century. Et en fait, nous sommes devenus récemment un nouveau pays, et donc c'est une nouvelle Irlande qui a besoin d'une nouvelle littérature. Et Joyce faisait partie de l'avant-garde des écrivains de cette époque, et je pense que c'est vraiment le point de départ. Donald, vous partagez cet avis, ce résumé, si je puis dire, des prémices? About Joyce or Ireland? Because with Joyce, I have various opinions, mostly very affectionate towards him. I read Ulysses because I was in love with my English teacher in school. And I thought a really good way of impressing her would be to read Ulysses from cover to cover. And I did read it at 15, but then I never told her I'd read it because I got really shy about it, which was a shame. But I told her afterwards, only recently actually, and she was very embarrassed. She had no idea I loved her so much. And actually, the feelings hadn't quite faded in the intervening years. I still loved her, but not in the same way, not with the same kind of frenzy as I had when I was 15. But we definitely, Joseph O'Connor does say that we all toil in the shadow of Joyce, and I think he's right, because, you know, Ulysses will never be matched, and nor, I think, will Dubliners, or Finnegan's Wake obviously won't, because who in the name of God would ever try that again? Vous voulez mes opinions sur Joyce ou sur l'Irlande? Mais je vais vous dire que j'aime bien James Joyce. J'ai lu Ulysse parce que j'étais amoureux de ma prof d'anglais. Et je voulais l'impressionner. J'avais 15 ans et je pensais que si je le lisais du début à la fin, ça allait l'impressionner. Finalement, je ne lui ai jamais dit parce que j'étais trop timide. Et je ne lui ai dit que récemment. Elle a été un peu surprise. Mais vous savez, je l'aime encore, mais pas du même amour que quand j'avais 15 ans. Je crois que nous sommes tous plus ou moins dans l'ombre de James Joyce, tous les écrivains irlandais, parce que des œuvres comme Ulysse ne seront jamais inégalées. C'est le cas d'ailleurs des Dubliners aussi, et de Finnegan's Wake. Mais au-delà, y a-t-il, James Joyce ou non, y a-t-il un auteur irlandais qui vous a poussé à écrire, qui a été le déclencheur de votre passion ou pas pour la littérature? Si ce n'est pas un auteur irlandais, ça peut être un auteur français. Hein, vous. Yeah, probably very similar to Donald. So I grew up we grew up quite near each other, and I grew up on a farm in a very rural background, and there's a lot of brilliant farmers in 20th century Irish literature. En fait, je suis assez d'accord avec Donald, et nous avons connu un peu les mêmes choses, puisque moi j'ai grandi dans une ferme, dans un endroit qui était très très rural, et donc nous avons un rapport à la littérature qui est proche. So John McGahern would have been the main one, and he's been incredibly influential for many Irish writers. Et donc John McGahern est sans doute un auteur qui a beaucoup compté effectivement pour moi. But also writers like Eugene McCabe or Brian McMahon, or there was just a lot of people who were kind of peasant farmers who had small little farms who took the leap and started writing really beautiful literature. So that was important for me. Eugene McCabe and Brian McMahon. Donc ce sont des auteurs qui ont écrit aussi sur des situations en fait qui ressemblaient à la mienne, sur l'Irlande rurale notamment, et donc sans doute que ça m'a influencé aussi. And then later, as I got later into my teens, I did the classic thing of discarding all of them and started reading cool New York writers. And just went away from Irish literature. Et plus tard, en fait, quand j'étais ado, évidemment, j'ai eu ma période rebelle, et comme tout le monde, j'ai laissé tomber entre guillemets les vieux auteurs, et j'ai commencé à lire des choses complètement différentes, et pas des auteurs irlandais. Et vous, cher ami, vous avez des auteurs qui vous ont impressionné, des auteurs irlandais qui ont vraiment suscité votre envie d'écrire? For sure. As a child, I was very proud of the fact that Edna O'Brien was my grandmother's cousin. And so I definitely toiled in Edna's shadow for my whole life. And we were just so proud of the fact that she was this transgressive, rebellious
writer who, you know, she just slashed through the overgrowth of hegemony and dogma. Oui, quand j'étais jeune, j'étais particulièrement fier que Edna O'Brien était la cousine de ma grand-mère. Et j'ai grandi en étant un peu dans l'ombre de cette réputation d'Edna O'Brien et en étant fier de ce qu'elle avait écrit et comme ça qu'elle avait mis en question l'hégémonie dominante. In fact, my grandmother on my dad's side actually ran an underground railroad of books from her cottage. She got the country girls from England smuggled over because it was banned in Ireland. You couldn't have books about two girls going to live in a city circulating because women could get ideas if they read that kind of thing. So the book was banned, but my grandmother smuggled some copies in from England, and she then started to buy books by J.P. Dunleavy and Brendan Behan and all the banned writers. And so she ended up with a library in her cottage of banned books and all sorts of big shots like judges and priests and Garda sergeants would come up the Boreen to her cottage to borrow these books. So she became very famous as an underground librarian of banned books, and I'm so proud of that fact. I never met my grandmother, but her spirit definitely resides in me. La grand-mère du côté de mon père avait rapporté des livres d'Angleterre, des livres qui étaient interdits en Irlande, notamment un livre sur un amour entre deux filles, ce qui évidemment était interdit en Irlande parce que ça aurait pu donner des mauvaises idées aux filles. Et en fait, ma grand-mère a commencé à ramener toute une série de livres qui étaient interdits en Irlande. Et elle avait tout ça chez elle. Et il se trouve que vous aviez tous ces gens importants, des juges, des prêtres, qui venaient pour les lui emprunter. Donc elle est devenue comme ça une sorte de libraire clandestine. Et je suis particulièrement fier de ce qu'elle a fait, bien que je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer de son vivant. Sinéad, vous avez un avis sur la question? Donc, je veux dire par là, vous les connaissez, tous ces auteurs dont nos romanciers ont parlé? Vous les avez aimés, Edna O'Brien, etc. Vous avez, vous aussi, des préférences, ou en tout cas des auteurs qui, dans votre jeunesse, vous ont ébloui? Je me rappelle, quand j'étais très jeune, mes parents ont caché le livre de Brendan Behan, Borstal Boy, dans un petit placard où il y avait une lumière. Et moi, vous avez trouvé la clé? J'ai trouvé la clé derrière une peinture. J'ai ouvert le placard et je me suis mise dedans pour lire Borstal Boy. Mais j'étais jeune, mes parents avaient raison, je dois dire. Je n'avais que 11 ans, donc c'était un peu tôt pour lire Borstal Boy. Mais ce que je pense concernant Joyce, c'est qu'il nous a donné un don énorme, mais que les écrivains de ma génération et les écrivains un peu plus jeunes aussi ont eu un fardeau énorme et naturellement, quelques-uns parmi eux ont essayé d'écrire contre Joyce. Et ça arrive, je crois, dans les romans, surtout les romans qui ont été écrits dans les années 70, les années 80. Par contre, en ce qui concerne les nouvelles, je crois que tout le monde a envie d'émuler Joyce et d'écrire une collection comme Dubliners, naturellement. Longtemps, l'Irlande a été un pays pauvre, très pauvre, sans parler de la grande famine qui a duré de 1845 à 1852. Il n'y avait pas beaucoup de moyens, il y avait peu de livres, il y avait donc des longues veillées autour du feu et, inhérent à cet état de fait, de grands raconteurs d'histoires. Est-ce que ceci peut expliquer, entre autres, la vitalité de la littérature irlandaise et son imagination fertile? I often wonder about this, actually, and I think every Irish person I've ever met is a liar. We all tell lies. And we're the best liars in the world. You couldn't believe a word an Irish person says. And that goes back to that time in our history, because we were colonized for the best part of 1,000 years. So we had to tell lies all the time, and we had to exaggerate and understate, and we had to, create alternative truths, really.
And, you know, and the Irish language itself is a language of hyperbole and exaggeration and lies. Like, you don't say, I'm very hungry in Irish. You say, Ta ocras an dónarm, which means the hunger of the world is upon me. Which is a lovely way of saying it. Oui, je me pose souvent cette question, mais je pense que ça vient du fait que tous les Irlandais sont des fiefés menteurs. Et je crois qu'on est vraiment les meilleurs menteurs du monde et qu'il ne faut jamais vous fier à un Irlandais. Et je pense que tout cela vient du fait que nous avons été colonisés pendant près de 1000 ans et tout simplement pour nous en sortir, il fallait mentir. Parfois, il fallait exagérer ou cacher des éléments. Et je crois que c'est ça qui a créé cette propension chez les Irlandais, à l'hyperbole, au mensonge. La langue irlandaise est pleine de ces hyperboles. Par exemple, en irlandais, en gaélique, on ne dit pas « j'ai très faim », mais « toute la faim du monde s'est abattue sur moi ». Moi, je parlais de la pauvreté. Notre ami nous parle du colonialisme, en quelque sorte, ou en tout cas. Mais quelle est la part des deux, à votre avis, sur peut-être cette appétence pour le mensonge, effectivement, mais aussi pour l'écriture et pour le fait de raconter des histoires? Yeah, I think there's a kind of rebellious joy in it, in not being direct, in kind of being indirect and dance around truth. En fait, il y a une sorte de joie rebelle à ne pas aller droit au but, mais à faire des circuits, à prendre des virages. I did a master. C'est très rugby, ça. Yeah, it's a bit like that. I studied a little bit of Zora Neale Hurston, who's a writer from Florida, African-American writer from Florida in the kind of mid-20th century. J'ai un peu étudié Zora Neale Hurston, qui est une écrivaine de Floride, qui est noire et qui écrivait vers le milieu du XXe siècle. And she writes about African-American folklore. Donc elle écrit à propos des auteurs africains-américains. And the folklore in African-American literature is a little bit similar. It's, you know, there's, so Brer Rabbit is one of the kind of famous characters, and it's a rabbit who goes against a bear. Yeah. So she writes a lot about folklore, and there's a character called Brer Rabbit, which is a kind of a trickster rabbit that gets past the larger animals. Donc, elle écrit beaucoup sur le folklore et notamment à propos d'un lapin qui est une espèce de menteur qui essaye d'embobiner les gens. And I think it's probably true for all repressed cultures. It's a way of resistance to you can either be beaten down by it or you can dance a little bit, and we're good dancers. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui est lié aux cultures qui ont été opprimées. On essaye de ne pas être trop direct, on essaye de louvoyer et voire de danser. Et en fait, je pense qu'on est très bon pour danser. Cela a-t-il un rapport avec le fait aussi qu'il y a, je crois, dans votre culture, une part de fantastique, une part d'extraordinaire, une croyance à une époque aux sorcières, aux petits génies qui surgissent dans la nuit, qui sont très présents dans l'imaginaire irlandais, non? Well, you use the past tense in that question. Oui, vous avez utilisé le passé pour cette question. Oui, bien sûr. So I live Les in petits génies, ils sont là. I live in West Clare, so it's right beside the ocean. Donc je viens du comté de Clare de l'Ouest, qui représente. And it's near the ocean, and it's a place where people really believe in fairies. They really believe in it. It's not past tense. It's a very present part of our life. Yeah. Et en fait, le comté de Clare, dans l'ouest, donc ça borde l'océan, c'est au bord de la mer, et les gens là-bas croient toujours à ce genre de choses. So you lose your glasses and you find them outside in the garden. That's not an accident. That's the fairies. Donc quand par exemple vous perdez vos lunettes et que vous les retrouvez dans le jardin, c'est pas un accident. And I think it comes from we live on the edge of a continent. I think when you live on the edge of somewhere, that's, you know, it's got a little bit more gray area. En fait, je pense que c'est parce que nous vivons à la lisière d'un continent. Et donc, la lisière d'un continent, c'est toujours un peu une zone grise. So I think
the kind of fantastical element in our literature is not because of our language, it's because we live in a very odd, murky space. En fait, je pense que ce qui fait cet effet dans la littérature, ça n'est pas lié à la langue, mais c'est lié au fait que nous vivons dans un espace qui est un peu douteux, un peu difficile à définir. Un peu étrange. Vous corroborez ce que dit Nara? Vous êtes d'accord? Oh, I agree entirely, absolutely. I mean, S'il y a des génies aussi qui sont toujours présents dans votre, autour de chez vous? well, they're not really present, but they are definitely in our imaginations. But I mean, I don't think we're unique in that in Ireland at all. Every culture, I think, has a set of superstitions, but we did seem to cleave to them maybe a little bit longer in Ireland. And we definitely intermingled our Christian faith with our pagan superstitions and pagan beliefs. On May Eve, on the eve of the 1st of May, lots of people will walk around the outside of their homes and they'll sprinkle the hedgerows with holy water to ward off evil fairies. But you're using your holy water that you got from the church to do this, which is it's a lovely tradition, you know, it really is. And it means a lot to people. But there are things called pishogues, which are dangerous. Pishogues are bad fairies. Pishogues are people who are in league with bad fairies. And every village in Ireland has a couple of pishogues knocking around. And you'll have to really study the people to figure out who's who. Be careful. Oui, je souscris, mais je pense que ces créatures fantastiques sont avant tout dans notre imagination. Tout cela, cependant, ce n'est pas propre à l'Irlande. Toutes les cultures ont leurs superstitions. Mais ce qui nous distingue des autres, c'est que nous, on s'y accrochait un peu plus longtemps. De fait, en Irlande, on mêle nos croyances chrétiennes avec les anciennes croyances païennes. Et j'ai un exemple de cela. La veille du 1er mai, il y a beaucoup de gens dans les villages qui vont asperger d'eau bénite leur maison, leur jardin. Et cela pour se protéger des fées maléfiques. Et rendez-vous compte, pour se protéger de supposés faits maléfiques, ils utilisent de l'eau bénie, donc ce qui leur a été donné par l'Église. Chaque village a ce qu'on appelle les pishogues, c'est-à-dire des fées malveillantes, et chaque village en a quelques-unes, et il faut bien analyser tout un chacun pour les reconnaître. You can tell a pishogue because they're usually very good at poker. Vous pouvez les reconnaître, ces créatures, parce qu'elles sont très bonnes au poker. Mais chez là, on parle de ces créatures et on est à la campagne, dans les villages. Dans les villes, vous connaissez bien Dublin et quelques grandes villes. Est-ce qu'il y a aussi ce type de croyance un peu surréelle, un peu extraordinaire? Presque pas. Non. Je suis désolée. Au pub, non. Non, je crois qu'il y a une Irlande maintenant au moins deux côtés. Et il y a une génération urbaine et des écrivains urbains qui sont liés peut-être à l'Europe et qui presque volontairement ils donnent leur dos à la campagne, aux pishogues. Je pense aux écrivains qui ont une trentaine, une vingtaine d'années. Mais comme Donald dit, quand on entre dans l'imagination, on va dans le noir, on imagine, on se pousse ailleurs. Donc peut-être les deux vérités existent un peu partout. Autre ferment peut-être de matériaux de cette créativité irlandaise, je me posais la question, ne serait-elle pas aussi l'exil? Parce que l'exil a été omniprésent dans l'histoire de l'Irlande. Je crois qu'il y a 3 fois plus d'Irlandais dans le monde qu'en Irlande. Est-ce que cette ouverture au monde n'a-t-elle pas entretenu le dynamisme de la littérature de votre pays, monsieur? Vous-même, vous êtes un bon exemple d'exilé. Well, now I've returned. I'm the prodigal son. Non, maintenant, je suis rentré, je suis le fils prodigue. Certes, mais But yeah, I feel like
part of our tradition is that people went away, but sometimes they would come back, and they would come back with stories, and they would come back with a worldview. Oui, ça fait partie de nos traditions que les gens partent, mais parfois ils reviennent, et quand ils reviennent avec des histoires et avec une expérience. Also, in my experience, one of the great advantages of being Ireland, from Ireland, is that most doors are open to us. We can really go to most countries in the world and we're welcomed. Une des très bonnes expériences aussi que j'ai faites moi-même, c'est qu'on peut aller un peu partout dans le monde. Quand on est irlandais, on est presque toujours bien accueilli. So back to the dancing, we're an oppressed people, and people can recognize that, but we're also white, so we can walk into many doors. Donc effectivement, le fait d'être un peuple d'opprimés, d'avoir appris à danser, mais aussi le fait que nous soyons blancs, ça ouvre bien des portes. À danser et à chanter. À chanter aussi, oui. Que pensez-vous de cet exil et de cet apport éventuel à la créativité littéraire? Can I just say, first of all, that Dara is so correct about that. It's one of the joys of being Irish, is that we can walk into any house in the world, it seems, and be welcomed. Oh, almost anywhere. There are parts of Ireland, actually, where we're not welcome at all. I was in Iran, actually, and I was a bit nervous about going to Iran, and I was literally carried around Iran on a kind of on a divan, treated like I was actually king of the world. It was unbelievable. I couldn't wait. It was too much. I had to leave fairly quickly. It's amazing, but there's definitely a yearning and an ache, I think, in the Irish psyche, because everybody in Ireland has lost people to immigration. And there's a thing called the kosher scarha, the leaving wake. Until recently, if somebody was going to America or Australia, you'd have a wake for the person before they left. It'd be a big party, but it had the same tenor and the same fundaments as the wake for a dead person, because you wouldn't see them again alive. It's heartbreaking, So, I mean, most families were reared on small farms, and the children could not be sustained by the family's property, and so would have to leave. There was no choice. We are a nation of immigrants. And it's worth looking at the lyrics of the Pogues, Shane MacGowan's lyrics, in songs like The Broad, Majestic Shannon, and Sally McLennan, and the ache in those lyrics for the people we've lost, and the ache in the people who have left. It's just, it's so beautiful and so sad. Oui, Dara a vraiment raison, on est partout les bienvenus, sauf dans certaines régions de l'Irlande. Récemment, je suis allé en Iran et c'était vraiment incroyable. J'ai été traité comme si j'étais le roi du monde. C'en était même trop, il a fallu que je parte rapidement. Je pense qu'il y a une vraie douleur dans la psyché irlandaise, car toutes les familles irlandaises ont perdu quelqu'un à cause de l'immigration. Il y avait une tradition en Irlande, c'est qu'on faisait des veillées funéraires lorsque quelqu'un quittait le pays. Et c'était des veillées funéraires qui étaient exactement les mêmes que lorsque un être proche meurt. C'était quand les gens allaient partir en Australie, aux États-Unis. Et la raison à cela, c'était qu'on savait qu'on n'allait jamais revoir cette personne vivante. Et je trouve ça très émouvant. Le fait est que les enfants, souvent, n'avaient pas le choix, ils devaient partir parce que leur famille n'avait pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Et il y a des paroles comme ça dans les chansons de The Pogues, le groupe de musique, ces paroles qui expriment la douleur et la tristesse de voir un être cher qui s'en va et qu'on ne reverra jamais. Oui, Finette, vous voulez dire un mot? Oui, je voulais dire que la tradition de l'immigration a beaucoup frappé le pays, c'est sûr, dans les années 50, les années 60, c'était affreux. Mais plus récemment, en 2008, on a eu une crise économique extraordinaire et beaucoup de jeunes gens se sont trouvés obligés d'émigrer de nouveau, de quitter le pays et beaucoup se sont installés, surtout en Australie. Et moi, je rencontre maintenant des gens qui sont un peu plus âgés que moi et ils n'arrivent plus à rencontrer leur petit-fils. Une fois, 2 fois par an au maximum. Une fois que la situation économique s'est améliorée et s'est bonifiée, parce qu'aujourd'hui tout va bien, si je puis dire, ces exilés ne sont pas revenus au pays? Quelques-uns, oui, mais quand on s'installe quelque part, c'est difficile de revenir.
Et ce que j'attends, c'est qu'on aura bientôt des romans, des Irlandais australiens qui seront basés en Australie et qui écriront des grands romans et des nouvelles. Un peu comme Dara, qui a passé pas mal de temps aux États-Unis, mais qui est revenu. Mais je suis sûre que son écriture est un peu influencée par sa vie là-bas. Colin McCann, qui est toujours installé à New York, Filippo Calli en Roumanie. Tout ça est vivifiant. Oui, ça donne de l'inspiration, ça ravive la tradition, si j'ose dire. I also think what we were talking about earlier on of the double, so the kind of mystical world and the real world, I think that impacted on our literature as well in terms of emigration. Oui, je pense qu'il y a aussi la question du double, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la notion d'émigration. Because when, like Dolan said, we would have a wake for people who were leaving. We would have a commemoration, like almost that they were dying. Oui, effectivement, comme disait Donald, parfois on a été obligé d'attendre que les gens reviennent pour pouvoir faire une commémoration. But when someone emigrates, they don't die, they leave. So they're absent and they're present. And I think that came into our literature a lot, that sense of doubleness, of imagining the life of a loved one, feeling their presence, and yet talking about their absence. It's an interesting blend. Et c'est très intéressant, effectivement, de voir que les gens peuvent être absents et en même temps, ils restent présents dans la mémoire des gens. Donc, il y a vraiment la question du double, en fait, qui se pose. And I can speak from the other side of it, of like living, I lived abroad for 10 years and really thought I would never move back to Ireland, and left it very intentionally. I really wanted to go. Et effectivement, moi, je peux parler de mon expérience personnelle puisque j'ai vécu 10 ans à l'étranger et j'avais vraiment, donc je suis revenue après, mais j'avais vraiment décidé de partir. But something interesting for me about our culture is that when I lived in America, I had a lot of African American friends who had no idea of their origins. They just knew they were from Africa. They didn't know what country, they didn't know what religion. Et quand j'étais aux États-Unis, justement, j'avais des amis africains, américains, et la différence, c'est que eux n'avaient aucune idée d'où ils venaient précisément. Ils savaient qu'ils avaient des ancêtres africains, mais c'est tout. Whereas most Irish people can say they are from a very particular place, a very small village. They can point to the graves of their grandparents and their great-grandparents and their great-grandparents. And there's a weight to that, but there's also a real beauty to it as well. Et alors que pour les Irlandais, c'est complètement différent parce que les gens savent de quel village, mais même le plus minuscule hameau, ils viennent, y compris que ce soit leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ou leurs arrière-arrière-grands-parents. So it means you can leave, but you can never really leave. It means you can leave, but never really leave. It's like the mafia. Ce qui signifie qu'en fait, on peut partir, mais en réalité, on part jamais vraiment. Comme le mafia. En songeant au ce qu'on a appelé le miracle irlandais, ça me faisait penser, j'espère que cette comparaison ne vous paraîtra pas trop audacieuse, à la vitalité aussi exceptionnelle d'un petit pays, d'un lilliputien comme peut-être l'Islande, 346 000 habitants et un nombre d'écrivains de qualité très importante, ou alors à la chaotique Haïti, qui 11 millions d'habitants, mais qui vivent dans un état étatique très compliqué, et qui aussi est riche de nombreux écrivains. Je me disais, voilà 3 îles finalement. Est-ce que le fait d'être une île, peut-être, alors je ne pense pas à l'Australie, mais peut-être propice à cette richesse, peut-être détonatrice de quelque chose. Yeah, it's a pressure as well, I think. For me, it was a bit of a pressure. Oui, mais pour moi, c'est aussi une pression. I remember when Seamus Heaney, who's kind of our national poet, when he died, we basically had a state funeral for him. En fait, je me souviens très bien que quand Seamus Heaney est mort, Seamus Heaney, qui est un des plus grands poètes irlandais, nous avons dû faire une commémoration. So there's a mythology around Irish writers. They are really big figures that kind of bestride the culture. Parce qu'en fait, les écrivains irlandais sont des figures quasiment mythiques. So for me, when I was writing my debut novel, I went through all of the anxieties that people have when they're writing for the first time, and the main one is
you're asking the question, why should anyone read this? Et en fait, quand j'ai écrit mon premier roman, je suis passée par toutes sortes d'angoisses, et notamment parce que je pensais à tout ça et ce que les gens allaient en penser. And for me, that's multiplied because my life is not that different from John McGahern's life or from Edna O'Brien's life or from James Joyce, so why would people read me instead of reading them? Et en fait, ce que je me disais, oui, ma vie n'est pas si intéressante et différente que ça. Donc pourquoi est-ce que les gens me liraient moi plutôt que John McGahern ou Edna O'Brien? But maybe Donald can speak to this. Sometimes when I teach writing, I'm always suspicious of the writers who think that everybody should listen to them because their work is amazing. I think there's something good about, actually really having to fight for your space. Et je ne sais pas si Donald pense la même chose, mais moi je donne des cours d'écriture et je suis toujours très 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 dubitatif vis-à-vis des personnes qui arrivent en pensant que tout le monde devrait s'intéresser à elles et lire ce qu'elles écrivent. Oh, for sure. C'est une réponse très intéressante, mais qui ne répond pas du tout à ma question, finalement. Mais... He's Irish. He'll never answer the question. It's true, though, for Dara, the first thing a young writer has to learn is that nobody will care if they don't write. The world will not stop turning. It doesn't matter. And I think most people know that, in fairness. And it's true. Like, the idea of why someone should read your book over somebody else's it's unanswerable completely. And I think it's just an impulse that's within some people to try to narrativize, try to transmute experience into narrative. And it's a beautiful thing. It's one of the most important things people do is tell stories. But still, it's not that important if I don't ever do it again. And it's a stark fact, that's something we have to face. And it goes back to the idea that, as Dara was saying, like his experience of life and living is very similar to John McGahern's, Edna O'Brien's, all these people. But Dara has his own beautiful, unique voice. And I mean, Dara's books are important to me and to his readers. And I think that's true of most writers. Everybody will have readers to whom their books are important, and it's the most beautiful, joyful thing. Oui, je rejoins Dara sur ce point-là. Je pense que tous les jeunes écrivains doivent bien se mettre dans la tête que s'ils arrêtent d'écrire, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Et c'est une question intéressante. Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait vous lire, vous, plutôt qu'un autre? Je pense tout simplement que certains arrivent à traduire leurs expériences, à la transformer en récit, en littérature. Mais la vérité, c'est que si moi j'arrête d'écrire, c'est pareil, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, et c'est une réalité difficile, mais qu'il faut accepter. Dara disait qu'il avait eu une vie similaire à certains écrivains, dont Edna O'Brien, mais il a tout de même sa voix qui lui est propre, qui est intrinsèque, et qui est importante pour des gens comme moi, qui le lisent, et pour tous ses lecteurs en général. Et je crois que cela est vrai de tous les écrivains. Ils ont des lecteurs pour qui ce qu'ils écrivent est important, tout simplement. Merci. Je laisse donc tomber ma question sur les îles. Et je passe à ma question suivante. Quelles sont les grandes thématiques de la littérature irlandaise? Est-ce que, par exemple, les Troubles en Irlande du Nord en furent un? Et vous me disiez, quand je vous avais interviewé la dernière, à propos de votre dernier roman, justement, m'est revenue à la mémoire la tragédie nord-irlandaise. Je n'osais pas m'en approcher. Pour un écrivain irlandais du Sud de surcroît, il s'agit là d'un vrai cliché. Vous avez fini par vous en approcher. Donc, pourquoi un vrai cliché? Parce qu'on a beaucoup écrit dessus. Et lorsqu'on est Irlandais du Sud, on n'a pas le droit d'écrire dessus. Yeah, les deux. I think I spoke to a French writer while I was writing my book, and my book is very much, it's about a man living in New York who is looking over his experience with the Troubles in Northern Ireland. En fait, quand j'étais en train d'écrire mon livre, j'ai commencé à en parler avec un écrivain français. Et en fait, il s'agit, donc le livre raconte l'histoire d'un homme qui vit à New York et qui repense donc à la situation des Troubles en Irlande du Nord. So I met a writer here, a French writer, and he asked what I was working on, and I told him, and he was like, another book about Northern Ireland. Donc je parlais avec cet écrivain français et il m'a dit, oh non, encore un livre sur l'Irlande du Nord.
And it's, you know, again, it's the beauty of coming from a place that's almost a monoculture. It was when I grew up. There was one or two types of people. It wasn't, we didn't get a lot of outside influences. There's a small pool to write about. Donc en fait, moi, je viens d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de types de gens différents, c'est presque monacal. But also there's great beauty in that locality, which is a lot of Donald's work. You know, because of the small space that we inhabit, actually we can go into so much rich detail with it. Et en fait, cet endroit est extrêmement beau. Donc en fait, ce qui est très bien, c'est que on a une richesse dans l'expérience qui va très loin dans les détails. Les clichés, c'est quelque chose qui existe dans la littérature irlandaise. Il y a des thématiques comme ça qui reviennent, qui sont prédominantes. For me, definitely, yeah. I tend to write a lot about. I like to write about adultery. It's really interesting. It sells really well, actually. Luckily for me, and also I think Dara has a great point about that, about the small space that we inhabit. And when you think about it, I mean, people like Faulkner confined themselves to the same geographical space, a very small area in southern states for their whole careers, and all human life is there. You know, even if you do exist in a monoculture, there is still an infinity of stories. Pour moi, la réponse est oui. Par exemple, j'écris beaucoup sur l'adultère. Je trouve ça intéressant et il se trouve d'ailleurs que c'est très vendeur, ce qui, pour moi, est une chance. Je rejoins Dara lorsqu'il dit lorsqu'il parle de ce petit espace dans lequel nous évoluons. Ce qui m'amène à penser à William Faulkner, qui a passé toute sa vie dans un espace très restreint dans les États du Sud. Et je crois que même lorsqu'on vit dans une culture très monolithique, eh bien, il y a tout de même une infinité d'histoires à raconter. Can I just say, actually, on Northern Ireland, the island of Ireland is unique in that it's the only island on Earth that comprises two separate countries. And it's just such a beautiful thing, actually, lately, that literature in Northern Ireland, now it was always very strong, but it's just flourishing. Like people like John Carson and Lucy Caldwell and Michael McGee, like they're producing such incredible work. And it's all produced in the shadow of war. There's always that oblique, distant, vague, but very real presence of conflict between people and in their work. But it's just so great to see that, you know, that these young writers are coming through, and there's such a vibrant scene, because Northern Ireland looked quite bleak from outside for many years, and now it's this beautiful, variegated, brightening place. Je voudrais ajouter un point sur l'Irlande du Nord pour dire qu'en Irlande, nous avons une situation unique au monde, c'est-à-dire que sur une île cohabitent deux États différents. Et pour autant, la littérature fleurit. On a de nouveaux écrivains qui ont produit des œuvres qui sont un peu dans l'ombre de la guerre, dans l'ombre de ce conflit. Et il me semble que c'est formidable d'avoir tous ces jeunes écrivains qui émergent. L'Irlande du Nord avait cette réputation d'un endroit triste. Et aujourd'hui, on voit que la lumière commence à poindre. Chanel, vous voulez dire un mot? Oui, je voulais dire plusieurs choses. Plusieurs mots? En ce qui concerne l'Irlande du Nord, pour une certaine période, je crois que les gens du Sud, les écrivains du Sud, ne pouvaient pas se permettre d'écrire au sujet de l'Irlande du Nord. C'était trop sensible, trop dangereux, dans un certain sens, et on n'osait pas. L'écrivaine Michelle Gallen, qui est publiée chez Joël Losfeld en France, a dit récemment qu'elle attendait le grand roman irlandais écrit par un écrivain du Sud. C'est peut-être le sien, mais les choses commencent à changer. Il y a la distance, le temps a coulé. Maintenant, on peut écrire concernant l'Irlande du Nord, même si on vit dans le Sud. Et comme Donald l'a dit, il y a un grand nombre d'écrivains fantastiques basés dans l'Irlande du Nord.
commencent, qui réussissent à s'adresser. Michael McGee, là, Michael McGee, Jan Carson. Jan Carson, Wendy Erskine, une nouvelliste fantastique qui n'est pas encore, je crois, publiée en France. Et les choses commencent à changer. Mais une chose qui est frappante en ce moment, c'est que, bizarrement, les écrivains basés dans la République reçoivent des bonnes bourses. L'Arts Council, Literature Ireland, les organismes de l'État, si vous voulez, subventionnent les écrivains à un niveau tolérable, disons, pas formidable, mais tolérable. Mais en ce moment, les écrivains dans l'Irlande du Nord souffrent beaucoup. Les bibliothèques se ferment, les bourses ne sont pas disponibles à un grand niveau. Et le Sud fait ce qu'on peut pour soutenir les écrivains du Nord. Oui, justement, je me demandais toutes les subventions, les résidences d'écrivains qui sont en nombre, je crois, en Irlande du Sud, peuvent-ils bénéficier aux écrivains du Nord où il y a cette espèce de frontière quand même qui demeure, en tout cas en ce qui concerne les finances des écrivains du Nord? En ce qui concerne Literature Ireland, on traite l'île comme... vous promouvez... Nous promouvons tous les écrivains de tous les quatre coins de l'île. D'accord. En ce qui concerne Culture Island, qui promeut à l'étranger, ils envoient des écrivains comme Jan Carson un peu partout. Mais c'est délicat, c'est compliqué, parce que l'Irlande du Nord existe. Et c'est dans un certain sens un autre pays. Dans un autre sens, ça fait partie de notre île, de notre pays. Donc, ça dépend. Y a-t-il, en Irlande du Sud, en tout cas, y a-t-il une solidarité entre les écrivains? Y a-t-il une communauté littéraire, comme il peut y en avoir à Saint-Germain-des-Prés, on va dire, avec la bonhomie et la jalousie en moins? Et cette communauté littéraire, est-ce qu'elle peut justement englober aussi bien maintenant cette nouvelle génération des Irlandais du Nord qui publient de plus en plus? Yeah, so I live in a very small village. Je vis dans un tout petit village. And there's kind of a rule that if anybody dates anyone and then breaks up, you still have to go to the same dances together. Il y a une règle qui fait que quand on est en couple avec quelqu'un, même si on rompt, on est quand même obligé de continuer à danser avec cette personne. So you have to maintain relationships. There's something beautiful about the smallness that no assholes are allowed. Donc ça fait que cette toute petite communauté fait qu'on maintient des relations très fortes et les connards ne sont pas admis. So I think it's the same with the literature community, that we are really supportive of it, genuinely very supportive of each other. And you don't get the kind of bitchy competition that comes with big cities. Et je pense que la communauté littéraire, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup de solidarité et il n'y a pas les choses mesquines qu'il peut y avoir dans des communautés plus grandes. And it's quite lonely, so I think there's a real need to reach out and support each other in the loneliness. Oui, nous sommes quand même assez seuls, donc je pense que c'est très important que nous maintenions des relations de grande proximité. Vous pensez la même chose? Il y a une belle solidarité. Oh, I think we generally use envy for good, Irish writers. We tend to use it as fuel, which is great, and we don't hold things against each other. And I mean, the only bad review I've ever gotten from a fellow Irish writer, he was from Dublin. So outside of Dublin, you're pretty safe, you know. We're all sound outside the pale. But, you know, there's a thing about that, though, and this is true. You could walk down the street in Dublin and you could have a doctoral degree and you could have won the Nobel Prize. And every single person you meet in the street, even if they're wearing a 20-year-old tracksuit and covered in filth and smoking a rolled-up cigarette, they will feel intellectually superior to you. If you have an accent like mine, so. But outside of that kind of set in Dublin, I think there's an awful lot of collegiality and friendship among Irish writers. And definitely, I mean, envy is inevitable. It's a human instinct. We do tend to turn it to good energy. Oui, je dirais que la jalousie sert de carburant aux écrivains irlandais. Mais on évite quand même de se critiquer entre nous. La seule mauvaise critique que j'ai jamais reçue en Irlande, ça venait d'un critique à Dublin.
Donc en dehors de Dublin, on est tous plutôt censés, on est en sécurité. Le truc avec Dublin, c'est que vous pouvez avoir un doctorat ou avoir gagné le prix Nobel. Si vous vous baladez à Dublin et que vous avez un accent comme le mien, n'importe qui a 20 ans et qui fume une cigarette va se sentir intellectuellement supérieur à vous. Mis à part ça, je dirais qu'il y a une certaine forme de collégialité entre les écrivains irlandais, une amitié. La jalousie est un sentiment inévitable, c'est un sentiment humain, mais on arrive à le transformer en quelque chose de positif. Est-ce que l'État aide... C'est le ministre qui vous appelle. Est-ce que l'État aide de façon intéressante les écrivains ? À une époque, il me semblait que les revenus des écrivains n'étaient pas imposés, ou encore que l'argent du loto allait, m'avait-on dit, aux arts. Est-ce toujours le cas ou pas ? That's a myth. What did you say? Bono ruined that for us, actually, because he made so much money that they had to start charging him tax, that he left, and then they reduced it to 50,000 euros. So it used to be that you could make loads of money and pay no tax. But there are very few writers who will ever earn 50,000 euros in a year anyway, so it's fine. So up until 50,000, you pay no tax. Bono, he's a singer in tune. Oh, Bono, sorry. Oui, allez, c'est une légende. Hein. Avant, les écrivains ne payaient pas d'impôts. Mais depuis que Bono, le chanteur de U2, donc, a commencé à gagner des fortunes, ça a été plafonné à 50 000. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, très peu d'écrivains gagnent au-dessus de 50 000 euros. En dessous, on est tranquille, mais au-dessus, il faut payer des impôts. I love Bono, to be honest. It's not, it wasn't his fault. He loves you too, Don. Mais quand même, je veux préciser que j'adore Bono. Je ne rejette pas la faute sur lui. Mais il y a d'autres subventions maintenant. L'Arts Council a beaucoup plus d'argent et il y a cette capacité d'offrir des bourses aux gens. C'est peut-être pas la même chose. Il y a des bourses, il y a des résidences d'écrivains, il y a beaucoup de festivals, mais il n'en demeure pas moins que l'Irlande, j'imagine, n'est quand même pas un paradis. Et par exemple, il n'y a pas énormément, il n'y a pas énormément d'éditeurs irlandais. Pour se faire publier, il faut trouver un agent anglais, puis un éditeur anglais. Voilà, c'est pas forcément un chemin de rose. On dit pas. C'est pas du tout un chemin de rose. C'est compliqué, encore une fois. C'est un peu comme l'Autriche ou les Flamands, qui ont un grand pays d'édition juste à côté. Donc, le trajet naturel pour les écrivains, c'est d'aller où il y a un centre d'édition significatif. Cela dit, il y a des changements. Et il y a Stinging Fly et Tramp Press qui ont eu des grands succès. Stinging Fly a publié Kevin Barry et Tramp Press a publié Mike McCormack. C'est difficile, et c'est vraiment difficile de pénétrer le marché anglais si on n'est pas basé à Londres. Et le marché américain ? Il faut poser la question aux écrivains, parce que moi, je promeux la littérature à l'étranger, dans les langues étrangères, donc je ne suis pas au courant en ce qui concerne l'Amérique. I don't know either, to be honest, because I kind of ignore all these things and I let my wife deal with it, it's great. But she's very good. Yeah, but it is. I mean, it's true. It's very hard to break through. It's very hard to get an agent. It's very hard to get read by a publisher. It's a very small world. Every publishing house in Ireland, they generally are quite small, independent publishers, and they will have a huge pile of unread manuscripts at any given time. But people like Tramp Press and Ireland House and Lilliput, I mean, they do get through the manuscripts, but it's one of the hardest industries in the world, I think, to break into. Alors, moi non plus, je n'en sais pas vraiment très large sur le marché américain. J'ai tendance à ignorer toutes ces choses-là, c'est ma femme qui s'en occupe. Je la paye pour ça.
enough? Suffisamment? Oui, elle prend tout l'argent. Hein. Ce que je peux dire tout de même, c'est qu'il est difficile de percer dans ce milieu, de trouver un agent, d'être lu par un éditeur même. C'est un petit univers. Les maisons d'édition sont souvent petites, elles ont du mal à lire tous les manuscrits qu'on leur envoie. Il y a souvent des piles de manuscrits non lus. Ceci dit, il y a évidemment ces 3 maisons d'édition que ma collègue a mentionnées, et en effet qui font un bon travail. Mais je dirais que de manière générale, le monde de la littérature est un des milieux les plus difficiles dans lesquels se frayer un chemin. J'allais juste dire qu'une chose qui a changé, je crois, c'est que les éditeurs anglais n'imposent pas leur goût dans la même manière qu'ils l'ont fait, disons, il y a 20 ans. Je me rappelle d'avoir rencontré une jeune écrivaine qui était en larmes parce que son 5e roman venait d'être refusé par une maison d'édition basée à Londres, une maison d'édition très bonne qui est indépendante, mais qui avait dit « I'm sorry, this book is too Irish. Ce livre est trop irlandais, on ne peut pas l'accepter. » Ce que je vois maintenant, c'est qu'on a toute une gamme de voix irlandaises qui sont vraiment appréciées, qui sont bien publiées par les maisons d'édition en Angleterre. Je ne sais pas si les écrivains sont d'accord, mais moi, je vois un changement là. Une question de néophyte. Est-ce que la langue irlandaise est différente de la langue britannique? J'entends par là, il y a des tournures particulières. Et est-ce que du coup, les éditeurs anglais acceptent cette langue qui peut être un peu différente que la leur? Non? Yes, I would say yes. Oui, je pense que oui. We're a much we're a much less hierarchical society. Nous avons une société qui est beaucoup moins hiérarchisée. So I think we have a Hiberno English. Actually, I think if you look up Colm Tobin, I think I googled him a couple of weeks ago, and he says he's a Hiberno English writer. Oui, je pense effectivement c'est le cas. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, Colm Tobin qui disait que lui, il était un écrivain intellectuel. And it goes back to what we were saying about dancing. Like I do think there's just a different kind of lyricism to Hiberno English. I think most people in British publishing would agree with that. Et j'en reviens à cette histoire de danse. En fait, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Et il y a donc des écrivains qui sont intellectuels et qui arrivent I think people would agree with that. I think publishing people Je would pense agree que with that. dans l'édition, les gens sont d'accord avec ça. And it goes back to Joyce. You know, that's Et on en how revient à Joyce. Joyce became Joyce. He excelled with playing with the rhythms of Hiberno English. Et je pense effectivement que Joyce, c'était ça. Il excellait à écrire une littérature très intellectuelle. Absolutely. I mean, we did definitely overlay English on Irish, and so the syntax of the English we use became fractured, because objects and verbs are inverted in Irish as opposed to English. And again, it's a lovely thing, you know, that we retain that. And some of the ways we use words, like, for example, the verb to bring, the only place on earth where the verb to bring can be used in 2 directions is Ireland. In Ireland, they'll say to somebody, "You can bring that away with you," and they'll go, "What? I can what? You can bring that away with you," and they have no idea what you're talking about, because in the rest of the world, bring is only towards you. Oui, et je crois que cela est lié au fait que la syntaxe de l'anglais que nous utilisons en Irlande est très liée au gaélique, à l'irlandais. La grammaire diffère énormément, et ainsi que notre façon d'utiliser les mots. Par exemple, en Irlande, c'est le seul endroit où le verbe amener peut avoir 2 significations, 2 définitions. En Irlande, on va vous dire ah oui, vous pouvez amener ça avec vous, et personne en dehors de l'Irlande va vous comprendre, parce que normalement en anglais, amener, ce n'est que dans une direction. Ça ne veut pas dire emporter. Alors, l'éditeur anglais vous demande de changer l'expression, ou vous la laissez telle qu'elle dans l'édition anglaise? Yeah. They ask, yeah, and generally I'll explain, and then they'll accept my explanation, because I do think that there is sometimes a deficit of understanding, but I do think that people tend to read with a very open mind. So even if you use quite obscure, demotic, vernacular terms, I think context generally will reveal meaning. You know, but
but it can be quite difficult at times. I do tend sometimes to ascribe a very thick, dramatic voice to my characters, which is very true for me, but I can see how it's quite difficult for readers sometimes. Oui, parfois les éditeurs nous demandent de changer. En général, ce qui arrive, c'est que je leur explique et ensuite ils acceptent. Mais de façon générale, il y a un déficit de compréhension. Ceci dit, les gens lisent avec une certaine ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'ils acceptent même des tournures de phrases un peu obscures, très vernaculaires. Et en général, le contexte participe à expliquer le sens. C'est parfois difficile, par exemple, moi, j'assigne à mes personnages des voix intérieures assez complexes, obscures, ce qui est parfois difficile à entendre pour le lecteur. Ginette, vous vouliez intervenir? Deux choses. Je crois que l'anglais que les Irlandais utilisent est un peu différent, mais pas si différent que ça. Et que, comme on le dit, les lecteurs, chaque fois qu'ils lisent un roman, doivent entrer dans le langage de l'écrivain. Et que si l'écriture est bonne, le lecteur le comprend. Des fois, on met trop de l'emphase sur les différences. Et je ne suis pas complètement convaincue qu'avec des bons traducteurs, par exemple, on ne peut pas rendre les différences spécifiques sans problème. Une dernière question, parce qu'on me prévient. Vous avez un métier assez facile, finalement. Vous vendez la littérature, une superbe littérature irlandaise à l'étranger. Ça se passe très bien. On ne peut pas être arrogant en ce qui concerne la littérature d'aucun pays. Je me rappelle d'avoir fait le tour du Salon du Livre à Guadalajara. Il n'y avait que trois livres. Un livre de Jean Banville, un livre de Samuel Beckett et un livre de Oscar Wilde. Sur toute la surface du Salon du Livre à Guadalajara. Il y a encore du boulot. Il y a toujours du boulot. Les goûts changent. Il faut soutenir les écrivains et les promouvoir. Et je dois dire que la France est un grand ami de la littérature irlandaise, grâce aux éditeurs, grâce aux traducteurs et grâce aux histoires, aux romans Bien que sûr. les écrivains écrivent, c'est sûr. La Mais il y a du boulot à faire. La France accueille effectivement volontiers, avec bonheur, nombre d'écrivains irlandais. Est-ce que, inversement, l'Irlande est un bon pays pour la traduction, accueille publie des auteurs français à foison ou pas? Malheureusement, pas vraiment. Mais l'édition en Irlande est tellement petite que c'est pas très perméable. Cela dit, on vient de publier plusieurs romans, et en anglais et en gaélique. Des noms? J'ai du mal à me rappeler, mais Maëlys de Kerangal et Delphine de Vigan viennent d'être publiés en gaélique. Et Maëlys Bessery vient d'être publié chez Lilliput Press, qu'on a nommé avant. C'est 3 romans. Et Tintin aussi, hein, je crois. Et Tintin en gaélique aussi, oui. Yeah, Maëlys Bessery and Michel Dion are both published by my first publishing house, Lilliput Press. Yeah. Oui. Oui, ils ont été publiés par mon premier éditeur. Très bien. Ben, merci infiniment. Merci à vous.